Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à tous et à toutes. Je poursuis ma conversation avec Giulio Giorgi, ingénieur, agronome, écologue et paysagiste. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet et d'explorer avec lui Botanique olfactive, l'ouvrage qui vient de paraître et dont il est l'auteur. Ce livre est en quelque sorte la Bible de toute personne qui désire porter un autre regard sur la nature, en quelques mots aussi, un nouveau regard olfactif. Écoutons-le sans plus tarder. Donc, dans le jardin, par les odeurs. Et donc, comme on l'a déjà dit, Botanique olfactive est le premier livre classé par leurs odeurs au fil des saisons. Comment s'est fait le choix des plantes? Le choix de plantes a été quelque chose de assez long à faire, paradoxalement. C'est-à-dire que Oui. euh, au début, il y avait un choix, une sélection beaucoup plus vaste, Mhm. beaucoup plus large. Dans mes ambitions, il y avait presque l'idée de faire un véritable répertoire, donc pouvoir répertorier un peu tout ce que l'on trouve. Et ça, c'est le travail Ça fera peut-être l'objet d'un tome 2. d'un tome 2, et puis c'est le travail de plusieurs dizaines d'années, quoi qu'il en soit, parce qu'il faut passer Mhm. par, voilà, par la réalité. Donc, il faut monitorer chaque plante et aller la chercher. Donc, finalement, avec Jean Doré, l'éditrice, on s'est dit qu'une bonne approche était celle de accompagner l'année. Mhm. Et donc, l'année nous donne 102 semaines de temporalité. Et donc, associer à chacune de ces semaines une plante, ce qui nous donnait déjà D'accord. un nombre pour faire notre sélection, en sachant qu'après, dans le livre, on ne se limite pas que à 52 plantes, parce que j'en mentionne bien plus, d'une façon satellite ou collatérale. Donc finalement, le choix reste bien plus élargi. Mhm. Après, une fois qu'il s'agissait de sélectionner, bah, on avait en quelque sorte le critère de la saisonnalité. Donc, à chaque semaine de l'année, j'ai voulu associer une plante qu'on peut aller trouver et sentir Mhm. pendant cette période-là. Et puis de la disponibilité. Donc l'idée que ça ne soit pas des plantes particulièrement difficiles à trouver,
particulièrement rares et donc que tout le monde puisse aller sentir pour justement s'exercer et pour se délecter. Mhm. Une fois appliqués ces paramètres, il y en a eu d'autres, plein d'autres, et qui étaient de pouvoir varier les espèces sélectionnées entre les plantes herbacées, les arbustes, les arbres, de varier entre des familles botaniques très différentes entre elles. Voilà. Et donc, Mhm. finalement, il y a pas mal de paramètres qui ont fait en sorte que le choix, ça soit ancré dans les espèces que vous trouvez dans le livre. Donc en fait, comme on l'a dit, le langage le monde végétal a son propre langage et de surcroît invisible. Et c'est une autre façon d'appréhender la nature. À quel moment tu as pris conscience de cette communication et tu as eu envie de la partager? Je pense que on est tous conscients de cette communication parce que le premier sens euh, que, que, que l'on exerce déjà dans le ventre de nos mères, c'est bien l'odorat. On peut sentir des Oui, odeurs quand on tout à est fait. encore voilà, dans l'utérus. Et ces odeurs nous envoient des informations. Alors là, c'est sans doute inconscient encore, mais on porte ça en Mhm. nous. Complètement. Et moi, quand je pense, comme j'étais sans doute exposé à ça par mon éducation à la ferme, le fait de être habitué à les sentir des plantes et des fleurs, j'ai assez rapidement fait le rapprochement lors de mes études en biologie végétale Mhm. parce que je me rends compte qu'on ne parlait pas de ça. Alors que moi, j'étais intéressé, je voulais comprendre de quoi il s'agissait, mais nulle part euh, il y avait des explications par rapport à ça, alors que euh, dans les livres de botanique, on essaie d'expliquer à peu près tout. Oui, sauf ça. Voilà. Et donc, c'est là que je me suis dit, ah bah tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui reste à creuser. Oui, tout à fait. Mais je vais te dire, oui, en fait, nos grands philosophes et l'Église ont mis de côté ce sens olfactif et l'ont banni. Et quelque part, ben, si on peut dire, ce qu'on a traversé il y a quelques années a mis justement la lumière sur l'importance ce sens de l'odorat et justement un sens et un éveil qui commence tout naturellement dans un jardin. Mais c'est fou, ça revient petit à petit alors que privé d'odorat, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Oui, absolument. Je pourrais pas imaginer ça. Ouais, toi non plus. Non, parce que ça engendre énormément de choses et bon, je crois que c'est parce qu'on est passionné par le sujet qui fait que on a cette conscience, mais voilà. Donc, effectivement, tout à l'heure, tu as commencé à effleurer donc ce langage olfactif des plantes qui est soit un moyen de défense, soit un moyen de reproduction. Est-ce que justement, tu peux nous donner des exemples de comment ça se passe dans la nature pour entre les plantes et les insectes d'ailleurs? Donc, quant au langage qu'il peut y avoir entre les plantes et les insectes, euh, bien évidemment, on en vient à parler des fleurs, ou enfin, pas forcément, parce qu'effectivement, on a des insectes herbivores, mais parlons pas des, des insectes pollinisateurs. Mhm, Il se trouve que le monde des plantes à fleurs a coévolué. Donc, vraiment, dans l'histoire de notre Terre, s'est retrouvé dans un milieu où il y avait d'autres animaux et qui, au fur et à mesure, sont devenus des partenaires. Euh, et déjà, ça, c'est magique parce que euh, sans euh, sans ce mhm. partenariat, nous ne verrons pas toutes ces plantes à fleurs qu'on voit aujourd'hui et qui sont si importantes dans l'imaginaire de notre culture. Euh,
Donc, ces fleurs sont à la fois Tout à fait. des... Moi, si je dois faire un peu un parallèle pour expliquer au grand public comment ça marche, je parle de aéroport. Parce que un aéroport se doit d'être visible Oui, pour que les avions puissent atterrir, mais aussi un aéroport a des radars pour complètement. envoyer et recevoir des informations et pour être localisé et pour localiser voilà, les avions. Et ben en fait, les fleurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire que elles ont coévolué pour être visibles. Donc d'ailleurs, souvent, les insectes voient des couleurs dans les fleurs que nous, on ne voit pas et qui les rendent davantage repérables à leurs yeux, Mhm, mais aussi ils sont repérables grâce à leurs émanations volatiles. Et bien évidemment, quand on rentre dans le champ du visible, bah, c'est aussi la forme, la couleur qui va pouvoir guider un pollinisateur. Mais quand on ne le voit pas, il faut autre chose. Donc c'est là qu'on retrouve cette idée de radar. Et donc, c'est là que des molécules qui peuvent voyager dans l'air et même voyager très loin vont signaler euh, aux insectes qu'il y a une source de pollen et une source de nectar. Et, mhm. euh, et aussi un abri et aussi un lieu sûr parfois. Donc, et aussi sans doute plein d'autres choses qu'on ne soupçonne encore pas. Oui, C'est ça que je veux dire. C'est que tout ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est parce que c'est là où on arrive avec la science aujourd'hui. Mais moi, je suis sûr qu'il y a bien d'autres messages que nous, on n'a pas encore décryptés et qui sont présentes dans oui, cette oui. langue. Tu veux dire que pour l'instant, on n'a qu'une partie de l'iceberg et qu'en dessous, il y a encore plein de choses à découvrir. Tout à fait, tout à fait. Et ça, euh, j'en donne l'idée quand je cite une écrivaine des odeurs qui s'appelle Sarah Boas, qui parle de ultra-odeur, Oui, parce que ce terme nous fait bien comprendre que, il y a bien des odeurs que nous, on ne peut pas capter, mais que d'autres espèces vivantes peuvent capter. Et donc, ces odeurs-là, on porte bien des messages, mais qui nous sont impossibles à déceler. Puisque... oui, ça fait un peu comme les ultrasons. Exactement, exactement. Ok. Mais alors pour toi, d'où provient et comment sont fabriquées les odeurs qu'elles émettent, ces plantes, que ce soit ces fleurs ou les autres? Alors, Quelle est la fabrique chimique qui se passe? là, on rentre dans un domaine qui devient assez spécifique et très varié. C'est-à-dire que dans une plante, il y a la fabrication des molécules volatiles peut se passer à plein d'endroits Mhm. différents et concerne la plante entière. Imaginons, enfin, je pense que ceux qui sont familiers avec la parfumerie connaissent le vétiver. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est une plante où la production de ces molécules se passe dans les racines. Et d'ailleurs, ce qui est moins connu, c'est que les bactéries qui sont en symbiose avec les racines du vétiver ont un rôle dans la production de ces Bien odeurs. sûr. Donc déjà là, euh, on a un message qui nous parle d'écologie, rien qu'en sentant l'huile essentielle de vétiver, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas produit que par la plante, mais qui est aussi produit par les bactéries qui y sont en association. Euh, mais, bien évidemment, les molécules volatiles peuvent être produites aussi dans le bois. Mhm. Euh, Pensons à la grande variété de bois qui sont exploités en parfumerie parce qu'ils contiennent des molécules odorantes. Et, bien évidemment, dans les feuilles et dans les fleurs. Et pour chacun de ces tissus végétaux, euh, il y a des voies de biosynthèse spécifiques et qui font l'objet voilà, des études des botanistes, des biochimistes, etc. D'accord. Mais alors, d'ailleurs, ces plantes, elles libèrent leurs odeurs pas toujours à la même heure. Il y en a que l'on ne découvre que la nuit, d'autres à d'autres moments. Pourquoi et quel est le message? Quel est leur message
en agissant de cette façon? Bah, et les odeurs ont des horaires Oui, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, ces odeurs sont issues d'un métabolisme oui. qui est le métabolisme végétal et qui est réglé sur des rythmes jour et nuit. Et donc, cette production est en relation au métabolisme de la plante. Mhm, Euh, mais comment dire, ces variations sont aussi en relation avec l'extérieur et par exemple les pollinisateurs. Donc, si on prend justement des fleurs qui ont la tendance à être très puissants à partir du coucher de soleil, oui. et ben, euh, cela est en relation au climat où ils appartiennent, ou peut-être la diffusion est plus facile à ces heures-là parce que euh, il y a la température se baisse et il y a des pollinisateurs qui deviennent Mhm, actifs. Et notamment, bah, on sait que quels sont les pollinisateurs qui sont actifs pendant la nuit. Ça va être des papillons de nuit, ça peut être des pipistrelles, ça peut être des petits oiseaux. Voilà, il y a une grande panoplie. Euh, et donc, les plantes qui sont issues de ces environnements-là ont souvent ce type de horloge odorant. et alors pour toi, est-ce qu'il y a ou pas une corrélation entre la couleur des plantes et leurs odeurs? Alors, ça, c'est un grand mythe. Il y a des corrélations qui sont de type empirique. Oui, Donc, effectivement, ben, disons que entre plantes différentes, on a des odeurs différentes. Donc, entre fleurs ayant des couleurs différentes, on peut remarquer qu'il y a des odeurs différentes. oui. Maintenant, de faire une association étroite entre la couleur et l'odeur, et ça devient un peu une simplification qui risque d'être pas correcte au Mm, niveau botanique. d'accord, C'est-à-dire oui. que euh, il faudrait vraiment mener une étude qui répertorie au sein d'une même espèce si les mêmes variations d'odeur correspondent aux variations de couleur. Mhm. Et là, pour l'instant, les études nous disent qu'il n'y a pas de relation vraiment stricte voilà, scientifiquement parlant. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le côté sensible de cette approche. Et donc, je pense que n'importe quelle personne qui, par exemple, va sentir des iris et va sentir des iris jaunes, blancs, bleus, etc., va remarquer qu'il y a des notes différentes. Et je trouve que ça, c'est quand même enchantant de penser que, et aussi au niveau de souvenirs, de mémoire, de pouvoir associer ces deux dimensions sensorielles. D'accord. Est-ce que tu as des conseils de lecture à donner? Comment aborder le livre? Ah. Et donc, comment lire ce livre ou d'autres livres Non, non, c'est ce livre. On est là pour botanique, hein? Alors, ce livre a été conçu pour une lecture qui peut être vraiment systématique, donc de la première à la dernière page, mais aussi pour une lecture éparse. Parce que justement, si on découvre le livre au mois d'automne, on a peut-être envie d'aller d'abord lire quelles sont les plantes d'automne ou de chercher ce que l'on peut trouver à cette saison, plutôt que commencer à partir d'une autre saison. Donc moi, ce que je conseille, c'est de s'immerger sans doute dans la préfaction, qui donne vraiment les clés scientifiques aussi de ce travail. Mhm. Et après, de pouvoir juste se faire plaisir en cherchant des plantes qu'on souhaite découvrir, ou aussi dans les contenus qui sont intercalés dans le livre, comme les contributions des parfumeurs ou les contributions des autres scientifiques. Euh, et donc, tout peut se faire d'une façon absolument pas ordonnée de A à Z. Est-ce que à Paris, dans la région parisienne, tu as des endroits où justement à recommander où on retrouve une belle partie des plantes dont tu parles? Oui, je pense que dans la plupart des villes en France, on peut retrouver une grande partie de ces plantes. Mhm.
Ce que je conseille, c'est chercher un peu le jardin botanique local. Alors à Paris, c'est le jardin des plantes, enfin, il y a plein de jardins qui ont un aspect botanique. Il y a le jardin des plantes, il y a le parc floral, il y a l'école du Mhm. Breuil, et il y a le jardin d'acclimatation, enfin, la vallée aux loups. Voilà, il y en a vraiment pas mal. Euh, mais ça, je pense qu'on peut trouver des espaces de ce type Mhm. dans beaucoup de villes, même pas forcément de grande taille. Et si je dois mentionner euh, un lieu spécifique, ce que je dirais, c'est que euh, bah, c'est bien quand même d'avoir un lieu où les plantes sont aussi Oui, répertorié. labellisées, parce que donc il peut y avoir un véritable apprentissage, on peut prendre des notes. Donc globalement, les jardins botaniques se prêtent assez bien à cet exercice. Mais vous verrez, dans le livre, il y a plein de plantes que vous ne trouverez pas dans des jardins botaniques, notamment des plantes envahissantes que vous allez plutôt trouver dans des friches. D'accord. Donc parfois, il faut aller explorer des terrains que l'on ne soupçonne pas forcément. Ah, c'est intéressant. Il faut sortir des sentiers battus à un moment donné. Pour découvrir des choses, de toute façon, il faut toujours sortir des sentiers battus. Oui, je suis complètement d'accord. Et tout d'un coup, il y a une idée qui me vient à l'esprit. Est-ce que, justement, quand on est dans un jardin où il n'y a pas, ce n'est pas forcément labellisé, est-ce que tu as une appli que tu trouves ouais, mieux qu'une autre pour ça? Alors oui, il y a des applications qui marchent assez bien. Donc et moi je trouve que je crois que c'est PlanteNet marche assez bien. Oui, Euh, Ça nécessite quand même d'avoir un tout petit peu de discernement végétal. C'est-à-dire que c'est vrai que ça marche bien, mais pas tout le temps. Et quand on connaît un tout petit peu la botanique, ça permet de comprendre quelle est la bonne espèce, parce qu'en fait, elle présente plusieurs alternatives. d'accord. Et donc, quand on connaît un peu, c'est facile après de comprendre laquelle. Parfois, elle donne pas du tout des bonnes solutions, mais disons que si c'est des plantes plutôt communes, elle se débrouille pas mal. D'accord, ok. Bon, eh ben écoute, Julio, un grand merci. C'est Et moi. puis, on va souhaiter un grand succès à ce livre qui sort de l'ordinaire et qui est riche et qui permet effectivement d'aborder le monde des odeurs d'une autre façon et avec beaucoup de simplicité, mais aussi de richesse. Un grand merci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.